Le premier témoignage, je le vois, il est prêt. Vous êtes déjà presque sur scène. Bruno Lévy, pouvez me rejoindre, je vous en prie. Alors, on m'a prévenu, vous aimez bien parler. Donc je vais peut-être devoir vous couper la parole. Non? C'est un risque? Asseyez-vous, je vous en prie. On va voir. Je vais essayer de tenir dans les temps. Je vais pas dire qui m'a dit ça. Non, il n'y a pas de souci, je sais qu'on tiendra. Alors votre témoignage s'appelle tout simplement directeur de labo, comment l'entrepreneuriat a valorisé mon laboratoire, mes chercheurs et la recherche académique. Donc la réponse est un peu dans la question, mais vous êtes directeur de labo à INRIA, Grand Est. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bruno Lévy, je suis directeur du centre INRIA Nancy Grand Est. Et donc INRIA, c'est l'Institut national des sciences et technologies du numérique. Et donc, c'est un institut qui a pour mission de donner un avantage scientifique, technologique à la France, faire en sorte que la France soit l'une des nations qui comptent dans le numérique, avec des projets d'envergure, des projets qui vont s'ancrer dans un contexte, développer des avancées scientifiques importantes et ensuite maximiser l'impact de ces avancées scientifiques. Donc l'impact, c'est un mot qui est un petit peu flou. Si je le définis avec mes mots à moi, c'est se mettre en capacité de faire en sorte que ce qu'on invente, ce qu'on découvre, bénéficie au plus grand nombre. Comment on fait ça? On fait des publications scientifiques, comme tout institut de recherche. Les chercheurs le savent, ils connaissent. Ça, les chercheurs connaissent déjà. On fait aussi du développement technologique. On fait aussi de la formation. On travaille avec les universités. L'une de nos principales missions, c'est de se mettre au service du développement des grands sites universitaires. Il y a 9 centres INRIA répartis partout sur le territoire qui sont partenaires avec leur université. Et il y a un startup studio au sein d'INRIA qui est moteur aussi de cette dynamique. Et donc exactement, donc j'en arrive last but not least, le thème de la journée d'aujourd'hui, qui est comment on a un impact, c'est transférer, faire vivre nos réalisations, nos découvertes, nos inventions numériques dans le monde de l'entreprise. Et donc ça, on peut le faire de différentes manières. Et quand on parle de technologie du numérique, on pense que la start-up est un bon vecteur de transfert. Plusieurs manières. On peut avoir un petit groupe de personnes qui s'emparent de ce sujet pour les développer, pour créer une entreprise qui va devenir plus grande et commercialiser ces technologies dans le monde entier. Ou on peut imaginer que le petit groupe de chercheurs, d'ingénieurs, pourrait être racheté par un grand groupe français, par exemple, qui va intégrer cette technologie dans ses propres process. Vous travaillez dans le numérique, c'est un peu la raison d'être d'INRIA et la vôtre. Est-ce que c'est plus facile dans le numérique de se lancer? On est un peu dans l'immatériel, on peut aller vite, on peut être agile, pour reprendre un terme à la mode, enfin qui est en train de passer de mode d'ailleurs, mais est-ce que c'est plus facile dans le numérique que dans d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a par exemple les chercheurs ou les doctorants, ils sont plus habitués? Alors pour ça, il faudrait que je connaisse comment ça se passe dans tous les autres secteurs. Allez, on va sortir de mon domaine de compétences. Non, je pense qu'il ne faut pas imaginer que c'est facile. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de facile, l'entrepreneuriat. C'est une quantité de travail énorme, c'est de la prise de risque, c'est une aventure. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Par contre, la prise de risque dans le numérique, elle est assez limitée parce que le chômage est négatif dans le numérique. La plupart de mes étudiants, ils trouvent du boulot avant même d'avoir fini leur formation. J'ai des doctorants qui ne vont pas soutenir leur thèse parce que pendant la deuxième année, il y a des entreprises qui viennent les débaucher. Donc la prise de risque est très limitée. Mais par contre, c'est une aventure qui est super intéressante. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas autrement, de lancer des trucs. Et on a ce dispositif INRIA Startup Studio qui a pour ambition d'accompagner au niveau national une centaine de projets par an. Donc au niveau de mon centre, ça concerne une dizaine de projets par an. Et donc 10 fois, on va donner sa chance à un porteur de projet, on va l'aider à affiner son projet, on va l'accompagner, on va financer pendant 1 an une personne supplémentaire, par exemple, pour arriver à des projets de création de start-up. Vous avez des exemples comme ça? Vous disiez, vous êtes peut-être dans un problème presque inverse à d'autres secteurs disciplinaires où vous devez retenir vos étudiants de ne pas aller déjà travailler pour les GAFAM, j'imagine, ou d'autres géants. Alors, des exemples, j'ai préparé, parce qu'il y a beaucoup d'exemples et donc j'étais obligé de faire des choix. Donc je vous ai fait un petit échantillon
de projets qui sont déjà sortis, qui sont devenus des entreprises, et puis de projets qui sont en train d'être instruits par le dispositif, et enfin de projets envisagés. On fait le présent, le futur proche, le futur lointain. Donc si on fait le présent, là on va aller dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, c'est important de construire des jumeaux numériques du sous-sol afin de savoir les couches géologiques, comment elles sont faites, de manière à faire différentes choses comme prédire l'impact de nos activités sur l'environnement ou encore stocker du gaz naturel. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant, surtout en ce moment, personne dira le contraire. Et donc là, on a une entreprise qui s'appelle Tessael qui a travaillé avec différents partenaires, avec Total Energy par exemple. Ils ont eu un beau contrat avec Total Energy. Donc là, ce qui est intéressant, ce sont des problématiques à l'origine très très techniques. Comment on fait un jumeau numérique du sous-sol? Comment on modélise les propriétés des roches? Et ça va se traduire par des problématiques scientifiques. L'équipe a pu publier au meilleur niveau international. Et ça va se traduire aussi par un progrès qui va bénéficier aux partenaires industriels. Et peut-être notre guerre contre la Russie, si jamais elle arrive un jour. C'est ce à quoi vous faisiez allusion, sans le dire. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est une super transition pour le deuxième projet. Parce que là, on parle d'un contexte qui est un peu compliqué, et tout le monde est un petit peu inquiet sur des problèmes de cyberattaque. Ouais. Et donc, le deuxième projet qui est dans les tuyaux. Alors, il n'est pas dans INRIA Startup Studio, parce qu'il y a plein de dispositifs différents, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Donc, qui mène. Alors là, on prend du truc à la mode, plus un autre truc à la mode. On prend cyber, plus ce que les gens appellent intelligence artificielle, mais pour moi, ce qui est avant tout des mathématiques mises en musique par de l'informatique. Et donc, on mélange les deux sujets. Donc, imaginez que vous êtes le chef d'une entreprise qui fabrique des trucs. Il y a une grosse chaîne de fabrication. Il y a ce qui est super compliqué, il y a de l'Internet of Things, il y a des réseaux un petit peu compliqués, il y a des tas de trucs. Et vous voulez vous assurer que votre chaîne de fabrication, elle n'offre pas une surface d'attaque, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir saboter des machines. Vous êtes au courant de l'affaire Stuxnet. Bon, il y a différentes... moi non, mais... Non, mais c'était une affaire d'un virus informatique qui visait à... On parle toujours d'attaque informatique. Saboter... Oui, mais... Une attaque informatique et une attaque physique qui a une incidence sur le physique. Parce que quand on parle de grandes entreprises, on peut couper l'électricité, on peut faire exploser quelque chose. Enfin, il s'agit de quelque chose d'assez sérieux. Et donc, vous faites appel à Cibai, qui est l'entreprise, le projet. Et les gens de Cibai arrivent avec leur petite valise, ils l'ouvrent, et là, ça va analyser tout votre réseau, ça va sortir une cartographie de la surface d'attaque. Et ensuite, vous savez où est-ce qu'il faut renforcer votre sécurité de manière à réduire cette surface d'attaque. Donc ils sont promis un bel avenir, ouais, effectivement. Effectivement, ça répond à un besoin, surtout en ce moment. Vous avez un troisième exemple en tête, du coup? Alors, un troisième exemple qui est... Là, il n'y a même pas encore de projet. Là, on est plus dans un futur plus loin. Là, on va être dans le domaine, toujours dans le domaine de l'industrie, parce que le numérique, c'est un moyen de mesurer le réel, et puis aussi d'avoir une emprise sur le réel qui est très important quand on veut concevoir quelque chose d'extrêmement compliqué comme un train, une voiture, un avion, une fusée, ou après la fabriquer. La fabriquer, donc il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, il y a un gros boom de l'impression 3D, fabrication additive. Imaginez que vous voulez fabriquer un objet comme un pneu. Là, c'est quelque chose qui a été étudié avec Michelin ou une entreprise qui s'appelle Adup, qui travaille avec le groupe FIF, qui travaille avec le groupe Michelin. Un pneu, ça a l'air tout bête, un pneu, mais c'est un objet technologique extrêmement compliqué, parce que la forme du pneu est étudiée pour évacuer un maximum d'eau sur une route mouillée, parce que sinon, ça fait de l'aquaplaning. Ouais. La forme du pneu est étudié pour résister à des contraintes mécaniques extrêmes, parce que le pneu va s'écraser, le pneu roule à 130 km à l'heure sur l'autoroute. Un pneu, c'est un objet de haute technologie. Et comment on le fabrique? La question, c'est d'arriver à fabriquer toutes ces petites lamelles sur le pneu. Donc, c'est fait avec des moules qui sont métalliques. Et donc, maintenant, avec des technologies de fabrication additive d'impression 3D,
on peut imprimer en 3D des moules en métal. C'est complètement fou. C'est des machines qui sont sous vide, qui sont énormes. Il y a des lasers, c'est très dangereux, il ne faut pas rentrer dedans. On imagine, oui. Et après, vous avez tout ça, ça fabrique couche par couche, en faisant fondre de la poudre métallique avec un laser, ça fabrique votre moule qui peut faire des pneus. Et pour piloter ces machines qui sont extrêmement complexes, ça demande de faire de la physique, des mathématiques, de l'informatique à haut niveau. Et c'est un peu le thème de ce qui est fait. C'est de la deep tech. C'est de la deep tech. Vous l'avez résumé, deep tech. Ouais, c'est ça, c'est de la deep tech. Très bien, merci Bruno Lévy d'avoir apporté ces trois témoignages, ces trois exemples dans un futur plus ou moins proche. Si vous voulez conclure, vous avez encore 1 minute. Alors, sinon, je vais laisser la parole à la table ronde suivante que je vais vous présenter dans un instant. Et donc pour conclure, plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de projets dont j'ai pas pu parler. Déjà, il y a mon ami Xavier Cavin qui est dans la salle, qui va vous parler de son projet. Il y en a plein d'autres. Ce que je voudrais dire, c'est surtout un message que j'adresse aux étudiants qui sont en thèse de doctorat, aux étudiants qui sont en 3e année d'école d'ingénieur. Venez nous voir, venez discuter avec nous, voir si vous voulez tenter l'aventure. Déjà, on peut vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi vous signez, parce que c'est quelque chose... c'est un engagement quand même, et ce que vous pouvez y gagner en termes d'expérience, d'excitation, puis d'aventure. C'est vraiment une aventure qui est très, très intéressante. Et nous, INRIA, on est un acteur pleinement engagé dans l'accompagnement de la prise de risque des gens qui vont tenter l'aventure. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Lévy.